Wow, effectivement, il a 10 minutes de radio à faire. Alexandre Pouliot-Roberge, salut. Oui, bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. C'est la chronique alternative socialiste, donc, qui prend les ondes d'assaut. Alexandre, de quoi parle-t-on ce matin? Ben, on parle de la lutte pour le logement. Hein. C'est toujours à la mode, la lutte pour le logement. C'est toujours un problème récurrent sur le capitalisme. Les gens ont de la misère à se loger parce qu'on fait de la spéculation sur le logement. Je pense que à CKIA, on est bien placé pour le comprendre. Effectivement, et il y a eu une sortie dernièrement là, du FRAPRU et du RAIC et du regroupement des groupes de femmes de Québec qui sont mis ensemble pour en parler. Récemment, là, on avait reçu là, Marie-Ève du FRAPRU qui est venue nous en parler. Donc, c'est une problématique qui est récurrente, effectivement. Qui est récurrente et qui est mondiale. Hein. C'est partout la même chose. On se rappelle, on a parlé de la campagne de Kshama Sawant à Seattle. Le logement, c'était dans le fond le thème principal de leur campagne. Eux, ce qu'ils défendaient à Seattle, c'était de bloquer dans le fond la montée des logements en fonction de l'inflation. Donc, c'est parce qu'à Seattle, les gens n'étaient pas prêts à aller plus loin que ça. On voulait pas non plus se retrouver dans une situation où on réclamait des trucs qui avaient l'air trop radical. Mais pourtant, uniquement cette espèce de contrôle des loyers-là, ça a eu énormément de succès, justement, parce qu'elle s'est fait élire. Il y a des endroits, par contre, où le mouvement est encore plus fort. Parce que les gens n'étaient pas habitués forcément à ce type de lever des loyers. Donc, on va parler beaucoup de l'Allemagne aujourd'hui. Parce que en Allemagne, il y a un mouvement qui est assez important, un équivalent du FRAPRU, dont je vais vous dire c'est quoi, puis là c'est un acronyme allemand, donc je vais avoir de la misère à vous dire c'est quoi. C'est Vonovia, mais c'est l'équivalent du FRAPRU en Allemagne, et ils ont lancé un mouvement qui est rendu très très fort parce que l'Allemagne avait été quand même assez la question de la montée des loyers, il avait été quand même épargné par rapport à ça, mais comme n'importe où ailleurs, particulièrement à Berlin, comme dans les grandes villes, finalement, je veux dire, le problème du logement, à cause entre autres d'Airbnb, on le sait, justement, il y a eu un problème en 2017. Écoutez, l'augmentation des loyers à Berlin, entre autres, je peux vous dire, ça a été en 2017 20,5 %. Aïe, 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 c'est énorme. C'est une horreur. Puis vous savez, les règles en Allemagne permettaient aux nouveaux propriétaires, à ceux qui faisaient ce qu'on appelle les rénovations, c'est-à-dire qu'on rénove un appartement de manière à en faire augmenter la valeur et donc finalement les loyers. Des gens pouvaient se faire mettre dehors, puis regarder jusqu'à quel point c'était vicieux. On utilisait l'environnement, entre autres, pour faire ça, parce qu'on faisait des améliorations énergétiques. À partir de l'amélioration énergétique, on justifiait que finalement, on avait rénové l'appartement et sa valeur avait monté, et on était capable d'aller chercher de faire des augmentations du jour au lendemain de 11 %. Donc, c'est assez... Et les gens se faisaient mettre carrément à la rue par rapport à ça. Donc, il y a eu une réaction de la part de la population. Il y a eu un mouvement pour le logement qui s'est initié. En avril, il y a eu une énorme manifestation, entre autres à Berlin. Il y a eu une pétition qui a été faite justement pour avec des revendications, qui a récolté 191 000 signatures. Et c'est des revendications qui, ici, paraîtraient extrêmement radicales. Parce que, pour dire, actuellement, le gouvernement qui est du Parti social-démocrate, c'est un gouvernement qui est un parti qui a déjà été de gauche à l'époque, mais qui finalement a orchestré les privatisations des années 90 et 2000 dans le logement. Eux, ce qu'ils proposent, c'est un gel des loyers pour les 5 prochaines années. Alors, c'est vrai que ça peut paraître radical si on se rapporte à ici, là. Et là, c'est le gouvernement même qui propose ça en Allemagne. Oui, ils proposent ça en Allemagne, un gel des loyers, parce que les revendications qui sont en ce moment de l'avant par ce mouvement de masse-là sont beaucoup plus radicales. Actuellement, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un peu la situation en Allemagne, on l'a expliqué, c'est un peu comme ailleurs. Il y a des grosses compagnies qui s'emparent de des logements, les rénovent. Actuellement, il y a une compagnie qui s'appelle la Deutsche Wohnen & Co. Entegien. En tout cas, je ne traduirai pas, là. Mais c'est eux, ils possèdent à eux seuls en Allemagne 140 000 logements. Alors, vous voyez un petit peu là, les monopoles qui se forment. Et les revendications maintenant du mouvement pour le logement en Allemagne, c'est ni plus ni moins une confiscation. En fait, c'est une nationalisation sans
on pourrait dire pas une nationalisation, en fait, c'est une saisie sans compensation carrément du logement, sur la base que le logement est un droit essentiel. Et donc, ce qu'ils veulent carrément, c'est que ce soit l'État qui devient propriétaire des logements et qui en fait, c'est un peu, c'est l'équivalent, c'est révolutionnaire, c'est l'équivalent un peu de ce qu'on a fait avec le système de santé ici, là. Oui, effectivement, c'est quand même une proposition qui est très audacieuse. Tu disais que les actions de ce mouvement étaient assez radicales. On parle de quoi comme mouvement de protestation? Écoutez, il y a eu des manifestations partout, ça, il y a eu des pétitions, mais il y a aussi des choses qui sont un peu plus radicales. Il y a eu des occupations de logements qui étaient en vue, des occupations de logements qui étaient en vue d'être rénovées. Souvent, ça, c'est ce qu'on voit. Il est proposé, entre autres, des grèves de loyer. C'est-à-dire qu'il y a une tentative de former, non plus seulement une organisation pour le droit au logement, mais carrément un syndicat de locataires qui ferait en sorte à ce que on encouragerait, dans le fond, les locataires à pas payer leur loyer, mais c'est un non-paiement de loyer là, massif là, qu'on parlerait, ce qui ferait très mal aux compagnies en question. Il y a eu des organisations qui ont été menées pour essayer justement de mener des enquêtes pour voir où c'est qu'on est en train de faire du Airbnb, en fait. Essayer de détecter les endroits, faire le travail souvent que le gouvernement n'est pas pressé à faire parce que on n'a pas les moyens ou ainsi de suite. Donc, il essaie de regarder c'est où qui se donne les Airbnb, puis dans quelles circonstances, et ainsi de suite, justement pour essayer de non seulement de dénoncer, mais peut-être aussi de faire des actions en fonction d'occuper le logement ou des choses comme ça. Est-ce qu'on a affaire aussi à, on parle d'augmentation des loyers, mais est-ce qu'on a affaire à une pénurie réelle, dans le sens où il y a des loyers qui sont plus chers et il y a des gens qui peuvent se le permettre. Là-bas, à Berlin, comment ça se passe? Si on compare à Seattle, par exemple, où il y a des grosses compagnies comme Amazon qui sont là-bas, Google, qui font augmenter le prix des loyers parce qu'il y a des gens qui s'y installent, qui gagnent beaucoup d'argent et qui peuvent se permettre de payer ces loyers-là. Je sais pas si tu comprends où je m'en vais là-dedans. C'est un peu long comme question. Mais je te laisse. Vas-y, commente. Oui, mais en Allemagne, effectivement, le mouvement de gentrification, ce type de mouvement de gentrification-là, on retrouve ça partout. En Allemagne, il y a beaucoup de compagnies qui, effectivement, se sont installées, mais le processus qu'on voit, c'est exactement le même. C'est-à-dire, à Seattle, c'est comme ça aussi. C'est des grandes compagnies de rénovation. Effectivement, il y a des compagnies comme Amazon, qui s'installent, puis ça attire beaucoup de clientèle qui est fortunée. Mais le problème en arrière, c'est pas juste ça. Le problème, c'est qu'il y a des compagnies un peu comme la Deutsche Cohen-Tegan à Seattle qui font exactement la même chose. Donc, si vous regardez, là, il y a des endroits où c'est encore pire. Si vous regardez en Asie, là, c'est pas compliqué. Il y a des villes comme on rase des quartiers. On a vu ça à une certaine époque, entre autres pour construire le complexe G à Québec, ou construire la tour de Radio-Canada à Montréal. Donc, puis on le voit encore aussi avec la destruction de certaines bâtisses pour construire des tours à condos. C'est un phénomène qui est mondial. Et si en Allemagne, justement, on réussissait à imposer cela politiquement, là, que le droit au loyer est un droit essentiel, eh bien, ça n'aurait pas juste des répercussions sur les Allemands, ça deviendrait, dans le fond, en quelque sorte, un modèle à suivre, et ça permettrait de radicaliser les mouvements un peu partout. Parce que des tours à condos ou des tours à logement, pour la densification, pour éviter l'étalement urbain, ça peut aussi être une bonne affaire, là? Ça peut être une bonne chose, mais encore là, premièrement, c'est comment qu'on le fait et c'est pour desservir qui. Et c'est ça, pour qui? C'est ça la grande question. Pour qui? On fait des tours à Airbnb, je veux dire, on parlait un petit peu justement de votre situation, c'est qu'il y a le bâtiment dans lequel vous êtes, il y a des organismes communautaires, on fait une rénovation des bâtiments. Ça peut être très positif que le bâtiment soit plus propre, soit mieux arrangé, soit plus environnemental. Mais si c'est pour faire du Airbnb après ça, le pour qui, c'est très important. Puis surtout, c'est en général le pour qui, c'est souvent qui est en arrière des rénovations et pour quelle raison. Si le gouvernement, dans un vaste projet de rénovation, s'en allait dans certains quartiers de Québec où les bâtiments sont énergivores et puis où ce que des gens pauvres finalement deviennent des sources de gaz à effet de serre à cause de leurs logements qui sont dans le fond qui sont très anciens puis qui sont mal isolés, puis qu'on rénovait ces logements-là pour le bien des gens qui y habitent sans monter les loyers. Ben oui.
ça serait extraordinaire. D'un autre côté, si on fait la même chose, puis que où on rase les bâtiments, où on les rénove uniquement pour faire du Airbnb, ben là, dans ces circonstances-là, je veux dire, c'est pas un projet, c'est pas un progrès pour la société, parce que les gens qu'on a mis dehors, faut qu'ils aillent ailleurs, puis ils risquent de se retrouver dans des logements qui sont aussi délabrés qu'avant. Ben oui, c'est ça. Alexandre Pouliot-Roberge, on va suivre ce dossier avec intérêt, parce qu'effectivement, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça se passe partout dans le monde. On le sait qu'à Vancouver, c'est terrible. On le sait qu'à Toronto, c'est l'enfer. On le sait à Montréal, ça s'en vient. À Québec aussi. Là, on parlait de Berlin, on a parlé de Seattle. En tout cas, bref, c'est quelque chose qui s'étend. On va dire ça comme ça. Donc, merci beaucoup de nous avoir mis au parfum de cette problématique. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bye bye.